Voilà. Oui, Diana, vous vouliez intervenir? Oui, monsieur. En fait, il y a Perline qui sera en retard. Je ne sais pas si elle est déjà là, mais elle aura un petit retard D'accord. par rapport au cours. OK. Pas de souci, c'est bien noté. Donc aujourd'hui, la séance va être consacrée à l'étude du cas que vous aviez donc de la société Martingale, que l'on va résoudre ensemble. Et ça va nous mettre en œuvre et en pratique la notion de temps de travail effectif. Léa, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais juste avoir une vérification. Les jours chômés, c'est les jours qui sont payés par l'entreprise. Par exemple, Hum, c'est... Alors, les jours chômés sont des jours fériés et qui Ok. sont en général payés par l'entreprise, oui. D'accord, c'était juste ça que je voulais vérifier. Merci. Mais il n'y a pas de souci. Alors, comme d'habitude, on va s'appuyer sur un petit jam pour pouvoir regarder ensemble ce cas pratique. Voilà. Je partage le jam. Et nous pouvons commencer. Alors, on va déjà lire l'intitulé de notre cas pratique et essayer de repérer éventuellement des informations importantes qui vont permettre de résoudre et de répondre aux questions qui sont posées. Donc, on nous indique que M. Jean Martinez est employé comme vigile par la société Martingale qui gère des casinos dans la région savoyarde. Il travaille dans l'établissement d'Annemasse. Son contrat prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine, répartie sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour. Donc déjà, première information, on sait qu'on a affaire à un salarié qui est à temps complet et que on est plutôt dans une répartition des horaires assez classique, avec des jours ouvrés du lundi au vendredi et les jours du samedi et dimanche ne sont pas travaillés. Le décompte de ces heures du mois d'avril vous est fourni. On regardera ensuite le document qui nous relate les heures que le salarié a fait. Le comptable se pose des questions sur le traitement des jours fériés dans le décompte des heures supplémentaires. La convention du collectif des casinos ne traite pas de ce problème. Alors ici, on va regarder d'abord le document qui nous est fourni, c'est-à-dire le document 1. Et ensuite, on pourra répondre aux questions. Alors, que voit-on? Donc, la semaine 1, le salarié a effectué 38 heures. Donc, a priori, il a effectué 3 heures au-delà de la durée prévue par son contrat de travail. La semaine 2, il a effectué 34 heures. Mais on nous indique que le 6 avril et le 1er mai sont des jours fériés et chômés par l'entreprise. Ensuite, on a 39 heures pour la semaine 3. Pour la semaine 4, il a fait 37 heures. Pour la semaine 5, il a fait encore une fois 37 heures. Et là, on va se poser aussi la problématique des jours fériés. Donc, on a à peu près appréhendé ici les heures que le salarié a effectuées.
D'accord? Et on va pouvoir maintenant répondre aux questions et surtout étudier l'arrêt qui nous est fourni par la suite. Alors, au niveau des questions, alors, comment seront décomptées les heures supplémentaires de la semaine 2 si on applique la jurisprudence de la Cour de cassation qui nous est donnée dans le document 2? Alors, on va d'abord, je vais vous expliquer un petit peu les termes de cette question. Et d'abord, qu'est-ce que la Cour de cassation? Qui a une idée de ce que représente la Cour de cassation dans l'organisation judiciaire en France? Alors, c'est sans doute des termes que vous avez déjà entendus. Abdel, je vous écoute. Je sais que la jurisprudence et la Cour de cassation, c'est la plus haute, juridiction en France. C'est une très bonne réponse. Effectivement, on pourrait dire que la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction en France. Alors, on précisera par la suite. Léa, peut-être, je crois que vous vouliez intervenir. Non, j'allais dire un truc, mais c'est faux en fait. D'accord. Si vous vous en rendez compte avant, c'est très bien. Alors, effectivement, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction en France. Alors, c'est bien de le dire, et c'est une bonne réponse, mais la plus haute par rapport à quoi? Et dans quelle organisation? Alors, la France est organisée selon un système de juridiction à 3 niveaux. Le premier niveau est représenté, et nous, on va s'accorder juste ici sur les juridictions qui s'occupent des problèmes en droit du travail, puisque c'est notre matière, mais sachez qu'on retrouve le même système dans les juridictions qui s'occupent des crimes et délits, ou des infractions plutôt, je vais plutôt parler des infractions, et aussi en droit du commerce. Ici, nous, en droit du travail, vous savez que la juridiction principale qui connaît des affaires ou des litiges entre un employeur et son salarié, c'est, rappelez-moi, comment s'appelle cette juridiction? Abdel? Le Conseil de prud'homme. Très bien, Abdel. Donc la juridiction qui s'occupe des contentieux entre un employeur et son salarié, c'est ce qu'on appelle le Conseil des prud'hommes. De temps en temps, certains disent le tribunal des prud'hommes. Bon, ce n'est pas la véritable appellation. On vous en voudra pas, mais malgré tout, essayons d'utiliser les bons termes. Ici, c'est le Conseil des prud'hommes. Vous qui allez vous diriger vers des études de comptabilité, vous aurez peut-être aussi à conseiller vos clients ou à traiter d'affaires de litiges entre deux sociétés, entre des commerçants. C'est le tribunal là de commerce qui va gérer ce type d'affaires. On est, nous, aussi en cours en fiscalité, d'accord? Et les problèmes liés à la fiscalité d'une entreprise sont traités par l'ordre administratif, le tribunal administratif, puisque finalement, quand il y a un litige, c'est avec l'État que vous avez un litige. Vous devez des impôts, vous devez de la TVA, par exemple, que vous contestez. Un litige est né entre vous et l'administration fiscale. Et l'administration fiscale, ça représente l'État. Et donc là, vous aurez un litige entre vous et l'État. Et donc, dans ces cas-là, c'est le tribunal administratif qui gère ce type de litige. Donc, le Conseil des prud'hommes, c'est ce qu'on appelle une juridiction du premier degré. Premier degré. Quand une décision est rendue par le Conseil des prud'hommes, d'accord, les parties au litige sur lequel la décision a été rendue peuvent ne pas être d'accord avec la décision qui a été rendue par les juges. Dans ces cas-là,
ils ont le droit à ce que d'autres juges se réintéressent et rejugent finalement leur affaire en mettant de côté complètement la décision qui a été prise lors de la première instance, lors de la juridiction du premier degré. Ce deuxième degré de juridiction et cette deuxième possibilité pour un salarié ou pour un employeur de demander à ce que son litige soit rejugé, donc par une juridiction supérieure, puisque son jugement prévaudra sur le premier jugement, c'est, est-ce que quelqu'un connaît le nom de la deuxième juridiction, de la juridiction du deuxième degré? C'est la cour d'appel. Plus exactement, puisque la cour d'appel, c'est le nom général. Cour d'appel. La cour d'appel est répartie en chambres, et c'est donc la chambre sociale de la cour d'appel qui va traiter de notre affaire. Donc on va imaginer que monsieur A et son employeur sont en désaccord sur un point du contrat ou de la rémunération, peu importe. Monsieur A, qui est le salarié, assigne son employeur devant le tribunal, donc devant le conseil des prud'hommes. Le conseil des prud'hommes va rendre une décision. Imaginons que la décision soit en faveur de monsieur A, du salarié. L'employeur, qui conteste toujours la décision, qui conteste la position des juges, a le droit à avoir un deuxième avis, finalement, un deuxième jugement qui sera lui rendu par la cour d'appel. Et donc cet employeur va, comme on dit, faire appel du jugement de première instance et donc porter l'affaire devant d'autres juges qui vont de nouveau donner leur position. Ce deuxième degré de juridiction s'appelle la cour d'appel. Et enfin, donc la cour d'appel va rejuger en fait et en droit le litige qui avait été porté en première instance devant le conseil des prud'hommes. Et enfin, alors on ne l'appelle pas troisième degré de juridiction, d'accord, mais au-dessus encore, on a ce qu'on appelle la cour de cassation. Alors bien sûr, il y a quelques conditions. Donc ici, c'était deuxième degré, hein, c'est pas deuxième juridiction, mais deuxième degré. Et enfin, on ne l'appelle pas troisième degré, hein, d'accord, puisque son rôle, malgré tout, n'est pas le même. Vous pouvez me dire, ah ben, si on n'est toujours pas content, on peut faire appel et se pourvoir en cassation pour demander à ce que des troisièmes juges rejugent encore notre affaire. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ici, finalement, on va demander aux juges de rejuger complètement l'affaire. Les juges de la cour d'appel vont rejuger le litige qui opposait M. A et M. B. La sentence ou le jugement ou la décision qu'ils vont prendre ou qu'ils vont rendre va s'imposer aux parties et donc effacer la décision qui avait été prise en première instance par les conseillers prud'homaux. Malgré tout, si je ne suis pas d'accord avec l'interprétation du droit que les juges de la cour d'appel ont fait, je peux cette fois-ci saisir la cour de cassation qui dira si le droit a bien été appliqué. Elle ne se positionne pas sur le litige, elle ne rejuge pas l'affaire, la cour de cassation ne rejuge pas l'affaire, mais elle se positionne, elle dit voilà, les juges d'appel ont bien appliqué le droit, ont bien interprété le droit, ou bien les juges d'appel ont mal interprété le droit et à partir de là, il faudra recommencer le jugement. Donc les décisions de la Cour de cassation sont soit des confirmations de ce qu'a dit la Cour d'appel. À ce moment-là, on parle d'une décision de rejet. Elle rejette, puisque le demandeur dit « voilà, les juges ont mal interprété le droit ». Dans ces cas-là, c'est un rejet. Ou sinon, c'est une cassation, c'est-à-dire qu'elle casse le jugement qui a été rendu en cour d'appel, et à partir de là, on devra encore une fois rejuger l'affaire en utilisant bien le droit. Je vais vous donner un exemple.
Alors, un exemple qui est relativement parlant, et après on l'appliquera à notre cas d'espèce, enfin, ce n'est pas du droit du travail, mais malgré tout, il existe pour la SNCF une obligation légale, donc une obligation qui découle de la loi, d'accord, une obligation qui découle de la loi en matière de sécurité des voyageurs. La SNCF doit assurer la sécurité des voyageurs. Voilà. Donc, on va imaginer un texte de loi qui dit la SNCF a l'obligation d'assurer la sécurité de ses voyageurs. Très bien. Je vais vous expliquer un cas. Monsieur A, lors de ça, fait un trajet entre Lille et Paris. Voilà, il fait un trajet entre Lille et Paris, bien sûr par la SNCF. Et lors de la descente du train, il tombe entre le marchepied et le quai. Donc, il glisse pratiquement sous le train redémarre et lui sectionne la jambe. Donc, il attaque la SNCF parce qu'elle n'a pas respecté son obligation de sécurité, puisqu'il a eu un accident. Donc, elle n'a pas respecté son obligation de sécurité. Que dit le premier juge? Le juge dit, oui, effectivement, la SNCF est tenue d'une obligation de sécurité qu'elle n'a pas respectée, donc elle doit indemniser monsieur A, qui a été victime d'un accident. Les juges de la Cour d'appel confirment la décision qui avait été prise en première instance. Et la SNCF porte le litige devant la Cour de cassation en disant « Vous avez mal interprété le droit, messieurs les juges de la Cour d'appel. La SNCF a une obligation de sécurité pendant le trajet. À partir du moment où la personne sort du train, elle n'est plus pendant le trajet. Donc, l'obligation de sécurité n'existe plus. » Les juges de la Cour de cassation ont dû dire, voilà, est-ce que finalement, les juges de la Cour d'appel qui avaient dit, oui, la SNCF est responsable des voyageurs, de la sécurité des voyageurs, est-ce qu'elle a bien interprété le texte ou pas? Et là, en l'occurrence, les juges de la Cour de cassation ont dit, l'obligation de sécurité ne vaut que pendant le transport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous quittez le train, et là, la personne quittait le train, la SNCF n'est plus tenue d'une obligation de sécurité. Donc voilà, par exemple, une situation où les juges de la Cour de cassation ont créé une jurisprudence, ont créé une interprétation de la loi, et ont confirmé, enfin, ont plutôt là cassé le jugement d'appel et ont dit qu'il faut rejuger l'affaire en interprétant la loi comme ça. Et cette interprétation des juges de la Cour de cassation, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc, ici, on va nous donner un arrêt de la Cour de cassation. Vous verrez que ce n'est pas facile à lire. On va le décortiquer ensemble et surtout, on va retenir l'idée principale de ce que les juges suprêmes ont dit concernant la problématique des jours fériés. Alors, regardons cet arrêt de la Cour de cassation qui nous est fourni. Alors, on voit que c'est un arrêt qui a été rendu le 4 avril 2012 donc par la Cour de cassation, et plus précisément, puisque la Cour de cassation, les juges ont des spécialités, hein, et donc ils sont répartis dans ce qu'on appelle des chambres. Alors, il y a une chambre criminelle pour les affaires criminelles, évidemment, il y a des chambres civiles pour les affaires civiles, il y a une chambre commerciale pour les affaires commerciales, et donc une chambre sociale pour la problématique des litiges entre un salarié et son employeur. Alors, lisons un peu ce que nous a dit la Cour de cassation et surtout sa conclusion. Elle nous dit « attendu que », donc « attendu que », ça veut dire « étant donné ».
D'accord? Étant donné que constituent des heures supplémentaires toute heure de travail effectuée au-delà de la durée de travail hebdomadaire. Ça, on le sait. Au-delà des 35 heures, c'est une heure supplémentaire. Donc ici, les juges nous rappellent tout simplement, hop, je cherche, alors, je crois que je peux souligner comme ça. Est-ce que ça va marcher là? C'est pas forcément ce que je voulais faire. Hop. Je vais reprendre mon stylo. Voilà. Donc ici, les juges nous rappellent tout simplement ce que l'on sait déjà, que toute heure effectuée au-delà de la 35e heure est une heure supplémentaire. Ensuite, les juges nous disent, voilà, la durée de travail hebdomadaire, c'est les heures effectives et les temps assimilés. Alors, qui est-ce qui me rappelle ce qu'on appelle le temps de travail effectif? Qui est-ce qui peut me rappeler la définition du temps de travail effectif, qui repose sur 3 conditions? Allez-y, Alphonse. C'est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de son employeur. Ça, c'est la première condition. Elle va pratiquement... Après, je n'ai pas les autres conditions. Alors, si on veut vraiment être complet, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Amadou? Le temps de travail effectif est constitué par toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles. Voilà nos 3 conditions. On est à la disposition de l'employeur, on se conforme à ses directives et on ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Voilà les 3 points qui permettent de dire c'est du temps de travail effectif ou c'est pas du temps de travail effectif. Donc, les juges, ici les juges suprêmes, nous disent attention, les heures supplémentaires se calculent en fonction du temps effectif de travail. Le temps effectif de travail. C'est ce qu'on vient de dire, que cette durée hebdomadaire s'entend des heures effectives de travail. Donc là, ils nous rappellent la loi. Ils disent la loi, c'est ça. Ensuite, ils nous disent ce qui a été donné, ce qui a été dit par les juges de la Cour d'appel. Cette partie-là, ici, c'est ce qu'a dit les juges de la Cour d'appel, donc les juges qui ont jugé précédemment l'affaire. Attendu que l'arrêt, les juges de la Cour d'appel prononcent un arrêt, attendu que l'arrêt énonce que l'horaire correspondant au congé payé et aux jours fériés doit être retenu comme l'horaire hebdomadaire servant de base de calcul aux heures supplémentaires. Donc, pour les juges d'appel disaient, voilà, quand vous êtes en congé ou quand vous êtes en jour férié, d'accord, rémunéré, on considère que c'est du temps de travail effectif. Donc, on voit là que les juges ont quand même mal interprété la loi, puisque la loi nous dit, et c'est cet article 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Est-ce que pendant vos vacances, vous êtes à la disposition de votre employeur? Non. Travailler sous ses directives? Non. Est-ce qu'on vous interdit de vaquer à vos occupations personnelles? Non. Aucune des 3 conditions n'est réunie. Et pourtant, les juges d'appel ont dit les jours fériés. On a la même chose sur les congés payés et les jours fériés. Pendant les jours fériés, si vous ne travaillez pas, si c'est un férié chômé, alors vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas à la disposition de votre employeur et vous ne travaillez pas selon ses directives. Et pourtant, les juges de la Cour d'appel ont dit c'est du temps de travail effectif et ça doit être compté dans le décompte des heures supplémentaires. Donc, c'est ce que nous rappelle ici l'arrêt de la Cour de cassation. Attendu que l'arrêt énonce que les horaires correspondant aux congés payés
et aux jours fériés doit être retenu dans les horaires hebdomadaires servant de base de calcul aux heures supplémentaires, et que la durée de travail correspondante doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération du temps de travail effectif accompli par ailleurs sur la période considérée, qu'il s'agisse d'une semaine civile ou du mois. Donc, voilà. Nous, on dit que le droit, c'est ça. Vous, vous avez dit exactement le contraire. Par conséquent, on va dire que vous avez tort et qu'il va falloir rejuger l'affaire. C'est la conclusion qui est donnée ici. Ici, les juges ont dit le droit, ont dit ce qui avait été dit par les juges de la Cour d'appel et vont dire « vous avez fait n'importe quoi ». Qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire qu'en vous prononçant de la sorte, qu'en jugeant de telle sorte, alors que les jours fériés ou les congés payés en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent être assimilés du temps de travail. Donc, alors que vous savez très bien que les jours fériés et les congés payés, ce n'est pas du travail effectif, malgré ça, vous avez quand même dit qu'il fallait le compter dans les calculs des heures supplémentaires. La Cour d'appel a violé les textes susvisés. La Cour d'appel a fait n'importe quoi. Voilà ce que nous dit l'arrêt. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi? C'est que quand on fait un calcul d'heures supplémentaires, les jours fériés ne rentrent pas dans le calcul, même s'ils sont payés. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou est-ce que je vous ai perdu? Oui. Merci Abdel. Je me sens un peu seul. Merci Grâce. Donc, là, ici, ce qu'il faut retenir, et je vais le noter en rouge, hein, ce qu'on peut retenir de cet arrêt, la position de la Cour de cassation, la position, ce que nous donne cette jurisprudence, c'est les jours fériés, même s'ils sont payés, hein, même s'ils sont payés, même s'ils sont payés, les heures et jours de congés payés, jours pendant lesquels vous ne travaillez pas, mais vous êtes quand même payé, d'accord? Les jours de congés payés. La vie ne m'a qu'une à mon tour. Ne sont pas du temps de travail effectif. Et donc, ne rentrent pas en compte et donc ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Donc, si pendant une semaine, il y a eu une journée fériée, la journée fériée, elle sera payée. Il y aura 7 heures de payées pour cette personne. Et que si j'ajoute à ces 7 heures les autres journées, j'obtiens un horaire supérieur à 35 heures. Ça ne marche pas. D'accord? On va regarder un petit peu ici. On va revenir sur les clés. Comment seront décomptées les heures supplémentaires de la semaine 2 si on applique la jurisprudence de la Cour de cassation? Donc, la semaine 2, ça nous donnait quoi? La semaine 2, ici, c'était du 6 au 12. La personne a fait 34 heures, mais il y a 7 jours de... il y a 7 heures de férié qui devraient être ajoutées. D'accord? Donc, normalement, il a le lundi de Pâques auquel il n'a pas travaillé. Donc, si on regarde le lundi, hop, je vais prendre mon petit tableau que j'avais préparé.
Donc, la semaine 2, ici, la semaine 2, le lundi, c'était férié. D'accord? Mais il va être payé 7 heures. On pourrait être tenté d'indiquer 7. Le mardi, alors imaginons qu'il ait fait 7 heures. Alors, on va faire ça comme ça. Hop, je ferai ma petite modif après, puisqu'on ne nous donne pas le détail. On nous dit simplement qu'il a fait 34 heures travaillées sur sa semaine. On va regarder un peu ce que ça nous donne. Donc, imaginons que là, il ait fait 9 heures. Là, il ait fait 9 heures, 9, 9, 18, 25, 25, 32, et que là, il ait fait 9 heures. D'accord? Si j'ai pas, on est bien à 34 heures. Allez-y, Abdel, je vous écoute. Mais monsieur, l'énoncé, c'est mis qu'il a fait 7 heures par jour. Oui, mais c'est son horaire de base. Ça ne veut pas dire qu'il a fait 7 heures par jour, puisque l'énoncé nous dit ça nous dit, hop, si je le reprends là, la semaine 2, il a fait 34 heures. OK? Mais effectivement, vous avez raison, normalement, il fait 7 heures par jour, mais il se peut des fois qu'il travaille plus longtemps pour X raisons. Okay? Donc, ça fait plus de 34. 9 fois 3, 27 et 7, 34. Non, je ne sais pas compter. Si, a priori, normalement, je dois savoir compter. Alors, ici, il a fait 34 heures du mardi au vendredi, d'accord? Et le lundi n'est pas compté. Comment on doit, quand on a une semaine comme ça, là, décompte des heures effectuées, d'accord? Les heures effectuées, les heures qu'il a réellement faites. Il a fait 34 heures réparties entre le mardi et le jeudi, puisque le lundi, c'était férié. C'est le lundi de Pâques. Le lundi 6, c'était férié. Ça, c'est férié. Donc ça ne doit pas être compté. Les jours fériés, quand on fait le décompte des heures supplémentaires, ne doivent pas être comptés. Par contre, tout ça, ça doit être compté, effectivement. Et ça fait 34 heures. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, allez-y, Michael Hidal. Donc, du coup, du moment que c'est férié, on ne doit pas compter. Exactement. Si c'est férié. C'est un cas général? Comment? C'est un cas général? Ça sera ce qu'il faudra appliquer. On va voir qu'ici, après, on nous fait travailler parce qu'il y a eu à un moment donné une interprétation différente. Mais dans tous les cas, c'est la position qu'il faudra retenir. Et si demain vous êtes confronté à cette situation, que ce soit en étude de cas, à l'examen ou même encore lors de vos stages, les heures, alors sauf s'il y avait des accords particuliers, hein, d'accord, puisque l'arrêt nous dit bien en dehors de toute disposition particulière. Sauf s'il y avait une convention collective qui disait que les jours fériés doivent être comptés comme du temps de travail effectif. Okay. En dehors de dispositions particulières, la règle, c'est celle-ci, puisque ça a été confirmé dans un autre arrêt de la Cour de cassation qui a dit non, 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 attention, dites pas n'importe quoi, c'est bien comme ça qu'il faut faire, c'est qu'il y a certains types d'heures qui ne doivent pas rentrer dans le décompte. Et entre autres, les heures fériées ne rentrent pas dans le décompte. Donc effectivement, ici, il a bien effectué 34 heures. Et donc, il n'a pas d'heures supplémentaires. Ça marche? Est-ce que vous avez compris? Donc, oui, ça va. La règle, je la répète, c'est les jours fériés et les congés payés, puisque c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui nous dit, ne rentrent pas dans le décompte des heures supplémentaires, même si elles sont payées.
Sur sa fiche de paye, il aura ses 7 heures de payé, mais il n'aura pas d'heures supplémentaires. OK? Alors, Abdel, je vous écoute. Monsieur, le vendredi 1er. Ah oui, c'est aussi férié. Excusez-moi, monsieur. Ça marche? Oui, monsieur. Alors, si on doit compter le nombre d'heures supplémentaires et les taux éventuels de majoration, comment on va faire? En sachant qu'ici, il n'y a pas d'heures supplémentaires. D'accord? Donc, la semaine 1, je vais tout décaler, je vais retirer mes deux petites choses là. Monsieur, Oui, donc les 7 heures seront payées au taux normal, c'est ça? les 7 heures seront payées au taux normal, bien sûr. D'accord. Imaginons que la semaine 1, alors je ne vais pas faire la répartition puisque ce n'est pas très important. Ici, la semaine 1, notre salarié a travaillé 38 heures. Donc, je vous ai dit, dans votre tableau, vous mettez 38 heures, vous mettez les heures normales qu'il aurait dû effectuer. Il aurait dû effectuer 35 heures. Donc, il y a, on est d'accord, 3 heures supplémentaires. À quel taux vont être payées ces 3 heures et quelle est la règle? Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Je vais demander à Verline. Qu'est-ce que vous en pensez, Verline? Pour la semaine 1, le salarié a travaillé 38 heures. Son horaire normal est de 35 heures. Nous avons dit, par conséquent, qu'il a effectué 3 heures supplémentaires. C'est-à-dire le nombre d'heures effectuées au-delà de la 35e heure. Comment vont être payées ces 3 heures? Est-ce qu'elles vont être payées à 25% ou à 50% et quelle est la règle? Verline, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Oui, monsieur, mais j'ai pas encore très bien compris. Ok, je préfère que vous me disiez que vous n'avez pas compris. D'accord, je vais demander à Léa, puisqu'elle avait. Levez la main. Oui. Elle s'était signalée, mais pas de souci, Verline, écoutez bien la réponse, mais il faut me dire, simplement, si vous n'avez pas compris. Léa, on vous écoute? Sachant que c'est 3 heures et que c'est inférieur à 8 heures supplémentaires, ça sera majoré à 25%. Mais si ça avait dépassé les 8 heures supplémentaires, ça serait, on va dire que les 8 premières heures seraient majorées à 25 et le reste à 50. C'est très bien, Léa. Merci pour votre réponse. C'est exactement ça. Donc ici, je répète, les 3 heures vont être majorées à 25%. Pourquoi? Parce que la règle, comme nous l'a rappelé Verline, elle s'applique bien sûr à la semaine. On regarde les choses à la semaine. Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25%. Et les heures au-delà de la 8e heure supplémentaire, toutes les heures au-delà sont majorées à 50%. Par exemple, si on avait eu notre salarié, je prends par exemple pour que Verline comprenne bien, si en semaine 3, notre salarié avait travaillé 44 heures, hop, son horaire normal étant toujours de 35 heures, alors notre salarié il a effectué 9 heures supplémentaires. Par conséquent, si on applique notre règle, et on doit appliquer notre règle, les 8 premières heures seront payées à 25%, donc les 8 premières payées à 25%. Et toutes les autres, au-dessus de la 8e heure, seront payées à 50%. Donc ici, bien sûr, on aura 1 heure de payer à 50%. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette répartition? On l'avait travaillé lors du précédent cours. Diana, je vous écoute. Non, monsieur, ça va, c'est bon, merci. C'est tout bon? Impeccable.
Pour les autres, plus personne n'a de problème là-dessus. Hein. Je veux bien réexpliquer. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas que vous restiez dans le flou parce que c'est quand même la base. Alphonse, je vous écoute. Oui, monsieur. En fait, je me suis déconnecté un moment et je n'ai pas bien compris la deuxième question. Parce que je crois bien que vous avez dit que les, les jours fériés ne sont pas, les heures supplémentaires des jours fériés ne sont pas comptées, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, je vais répéter ce que j'étais en train de dire. Alors, j'enlève ces données-là puisqu'elles étaient pour expliquer. Monsieur, attendez, je vous dis toute ma préoccupation. Et normalement, dans le document 2, juste en bas, c'est marqué que les jours fériés doivent être retenus dans les horaires hebdomadaires. Alors, vous voulez revenir sur le document 2, hein, c'est ça? Oui, juste en bas. L'arrêt de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'on en a nous retiré de cet arrêt? Dans cette première partie, ici, la Cour de cassation nous dit le droit. Le droit, c'est les heures qui comptent pour le calcul des heures supplémentaires sont les heures de travail effectif. Les heures de travail effectif, on l'a répété tout à l'heure, c'est les heures pendant lesquelles le salarié est à disposition de l'employeur, se conforme à cette directive et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Or, pendant les congés et pendant les jours fériés, le salarié ne réunit pas les conditions du travail effectif, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. D'accord ? Si pendant vos congés, vous avez envie d'aller à la plage, vous allez à la plage. Si pendant vos congés, vous n'êtes pas à la disposition de votre employeur et vous ne vous conformez pas à ces directives. Donc, par conséquent, les jours de congé et les jours fériés ne sont pas du temps de travail effectif. Donc, ne doivent pas rentrer dans le décompte des heures supplémentaires. C'est ce que nous dit la Cour de cassation, en rappelant le droit ici, en disant ce qu'a dit les juges, ce qu'ont dit les juges de la Cour d'appel, et en leur disant, vous avez eu faux, puisque vous les avez considérés comme du temps de travail effectif, vous les avez considérés entrant dans la rémunération, dans le calcul des heures supplémentaires. Or, c'est faux. Si on regarde la loi, ce que vous avez fait est une erreur. C'est pour ça qu'à la fin, la conclusion de la Cour d'appel nous dit le jugement que vous avez rendu est erroné. Il est faux, il viole la loi. Nous dit qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire le jugement rendu par les juges de la Cour d'appel, alors que les jours fériés et les congés payés en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent être assimilés du temps de travail, alors que vous, la loi nous dit ça, le jugement que vous avez rendu, il est faux, parce qu'il a violé un texte. Et c'est ce que nous dit la Cour d'appel, a violé les textes susvisés. C'est-à-dire la Cour d'appel, en considérant que les jours de congé et les jours fériés étant et du temps effectif de travail, en considérant ça comme ça, la Cour d'appel s'est trompée. Par conséquent, on va s'appuyer là-dessus, nous, pour dire les jours fériés et les jours de congé ne sont pas du temps de travail effectif, et même s'ils sont payés, ils ne doivent pas rentrer dans le calcul des congés payés, dans le calcul des heures supplémentaires. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ouais. Alors, continuons le décompte ici. La semaine 3, notre salarié a donc effectué 39 heures. Alors, quelqu'un, normalement, maintenant, c'est plus très compliqué parce qu'on vous a rappelé la règle, 39 heures, alors qu'il devait en effectuer que 35. Donc, il a fait 4 heures supplémentaires. Est-ce que quelqu'un veut me dire comment vont être réparties ces 4 heures supplémentaires? Je vous écoute, Abdel. Les 4 heures supplémentaires seront tout simplement majorés à 25% parce qu'il n'a pas atteint les 8. Exactement. Comme les 4 premières sont majorées à 25%, comme les 8 premières sont majorées à 25%, alors, ici, comme il n'y en a que 4, elles sont majorées à 25%. La semaine suivante, on arrive à la semaine 4. La semaine 4, notre pépère, il a fait 37 heures. On va arriver. Voilà.
Donc, il a fait 2 heures supplémentaires. Alors, on va demander à Ismaël. Peut-être Ismaël, dites-nous ce que vous allez faire de ces 2 heures supplémentaires. À quel taux vous allez les majorer? Ismaël, est-ce que vous m'entendez? Allez, Luce. Oui, monsieur, je suis là. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? À quel taux vous allez majorer les 2 heures supplémentaires de la semaine 4? Ben, monsieur, je ne sais pas trop. Ismaël, je pense que vous n'écoutiez pas. Monsieur, en fait, j'étais partie aux toilettes. D'accord. Voilà. Ok, allez, Luce, on vous écoute. Monsieur, on va les majorer à 25%. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à 8 heures. Très bien, Luce. Très bien, ça me suffit. C'est impeccable. Voilà. La réponse me suffit. Parfait. Donc, effectivement, les 8, comme d'habitude, hein, je répète beaucoup, on répète beaucoup les choses, mais au moins, c'est compris pour tout le monde. Et puis, pour ceux qui sont partis aux toilettes, ça leur permet de récupérer le cours. Donc, nos 2 heures, on rappelle que les 8 premières heures sont majorées à 25, les heures au-delà de la 8e heure sont majorées à 50. Et donc, ici, comme il n'y a que 2 heures qui ont été faites, elles sont donc majorées à hauteur de 25%. La dernière semaine, la semaine 5, ici, le salarié a fait 37 heures. Alors, je vais vous marquer la répartition. D'accord ? Il a fait 10 heures. « 10 heures. 10 heures. Et 7 heures. » Et le vendredi, c'était le 1er mai. D'accord ? Mais le 1er mai, il va être payé 7 heures. Alors, si je fais tout mon décompte, d'accord, si je prends la totalité des heures qui ont été réalisées, j'ai 44 heures qui ont été réalisées. Au total, cette semaine-là, il y a 44 heures. Je vais partir sur la base de 44 heures. Qu'est-ce qu'il voudrait répondre là? Est-ce que je vais pour calculer les jours fériés, je vais partir sur la base de 4 heures. Alors, je vais juste demander peut-être à Aïta, que j'en entends pas souvent. Merci les autres pour votre participation. Aïta, je vous écoute. Comment vous voulez traiter les choses? Comment vous allez justifier votre traitement? Oui, on ne va pas calculer sur la base de 44 parce qu'il y a le vendredi 1er mai qui est chômé. Donc, on ne va pas calculer ces 7 heures-là de nuit. Exactement. Très bien, merci. 37. Merci. Ok, merci Aïka. Ici, les 7 heures. Alors, voilà, merci Aïta. Donc, les 7 heures du vendredi, qui sont le vendredi 1er mai, ne doivent pas être comptabilisées comme du temps de travail effectif et donc ne doivent pas rentrer dans le décompte des jours fériés. C'est tout l'arrêt ici que l'on vient de résumer, d'accord? Donc, pourquoi on ne va pas mettre 44 heures, mais on va bien mettre ici, en temps de travail effectif, base de nos calculs de congés, d'heures supplémentaires, on va bien mettre 37 heures qui auront droit à des heures supplémentaires, hein, évidemment, mais pas sur la base de 44 heures, sur la base de 37 heures, donc 2 heures supplémentaires payées à 25%. Voilà, alors, des questions, Abdoul, une question? Oui, monsieur, si c'est un simple mois lambda, la semaine 5,
les heures supplémentaires, on les aurait comptabilisées pour le mois de mai? Alors, c'est une très bonne question. D'accord. La règle, c'est quoi? Le dernier jour travaillé permet d'établir le mois dans lequel les heures supplémentaires sont payées. Quel était le dernier jour travaillé, Abdoul? Je crois que c'est vendredi, c'était le premier. Il n'a pas travaillé le premier. Oui, mais genre si c'était un autre mois, si c'était un mois normal, en fait. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Si effectivement le vendredi avait été un jour normal d'un autre mois, la règle, c'est les heures supplémentaires sont payées ou sont décomptées pour le mois auquel appartient le dernier jour de travail. Le dernier jour de travail, un vendredi, tombe sur le mois de mai, d'accord? Boum, tombe le 3 mai par exemple, ou le 2 mai. Dans ces cas-là, effectivement, les heures supplémentaires sont payées le mois, ou sont décomptées et donc payées pour le mois auquel appartient le dernier jour de travail. Ici, le dernier jour de travail, c'est le jeudi. Le vendredi, il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé parce que c'est un jour férié. Donc, le dernier jour de travail étant un jeudi. Le jeudi, c'est au mois d'avril. Donc, les heures supplémentaires de la semaine 5 vont être comptées sur le mois d'avril. Alors, même si ce n'était pas la question, votre réflexion était intéressante. Oui? C'est tout bon? Alors, oui, bon. Alors, ici, je vais très rapidement passer, puisque c'est pas forcément super intéressant d'aller se mélanger les pinceaux avec cette disposition du Code des impôts, mais on va simplement l'expliquer. Alors, en 2008, on sait que notre arrêt date de 2012, mais il y avait déjà eu un premier arrêt qui avait été rendu précédemment. Tac, je peux te faire un petit truc, téléchargement. Je ne vais pas télécharger mon truc, c'est pas grave. Ici, pour les impôts, d'accord, ils avaient donné une autre interprétation de la loi. Pour eux, ils disaient, voilà, pour le décompte des heures supplémentaires, doivent être comptabilisées les périodes d'absence du salarié qui sont assimilées par le Code du travail comme du temps de travail effectif. Il en est ainsi des jours fériés chômés, des congés pour événements familiaux, des repos compensateurs obligatoires ou de remplacement. Donc vous voyez qu'ici, les jours fériés chômés rentraient dans la catégorie des heures effectives de travail. Donc c'était une mauvaise interprétation des impôts qui a vite été, je dirais, recadrée par la jurisprudence de la Cour de cassation et par plusieurs arrêts qui ont confirmé cette position que l'on doit retenir. C'est pour ça que je ne veux pas trop qu'on s'attarde là-dessus. C'était un texte contradictoire, mais ce qui a été retenu de tout temps et ce qui aujourd'hui doit être appliqué dans les entreprises, c'est cette donnée. D'accord? Les jours fériés ne comptent pas dans le temps de travail effectif et donc ne comptent pas dans le décompte des heures supplémentaires. Alors, je vais juste rechercher un document que j'ai stocké et que je pensais avoir retéléchargé pour vous donner un tableau récapitulatif des heures qui comptent et des heures qui ne comptent pas. Donc, juste 30 secondes. Je ne vais pas se relancer lui à chaque fois.
Alors, voilà un petit tableau, je vais vous le mettre à disposition, cette petite fiche pratique dans votre cours. Je ne l'ai pas encore mis, mais je vais la mettre à disposition. Voici un tableau qui nous reprend ici les temps qui ne sont pas du temps de travail effectif, et donc qui ne doivent pas être comptabilisés. Donc, les jours de congé, on l'a vu, les jours de RTT, les jours de maladie, les heures d'habillage et de déshabillage, les heures de pause, les heures de trajet, les heures d'activité partielle. Tout ça, ce n'est pas du temps de travail effectif. Et en plus, on sait qu'on a mis les jours fériés. Par contre, ce que doit être, qui est considéré comme des heures de travail effectif, évidemment, les heures de travail, les heures de travail, c'est du travail effectif, d'accord. Mais aussi les temps d'absence assimilés à du temps de travail effectif, les délégations des représentants du personnel, vous verrez, on verra ce que sont les délégations, c'est les heures, quand on est élu par son entreprise, dans une instance représentative, c'est par exemple le CSE, le Comité social et économique. Vous avez peut-être eu des parents qui ont eu un CE dans le temps. Vous avez bénéficié de certains avantages pour le comité d'entreprise. Alors aujourd'hui, le CE n'existe plus. Hein, il a été réintégré dans une plus grande instance représentative qui s'appelle le CSE. Et les salariés élisent des représentants. Et ces représentants bénéficient d'heures de pseudo-liberté pour vaquer aux occupations du comité d'entreprise ou du CSE. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif. On verra aussi ce que sont les heures de contrepartie obligatoire en repos. Ça fera l'objet, c'est notre prochain cours. On verra ce que sont ces heures-là, comme du repos compensateur équivalent. Voilà, j'ai tout à l'heure entendu une main qui se levait, mais je n'ai pas eu le temps de voir qui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, Luce. Monsieur, je voulais savoir, c'est quoi le RTT? RTT, c'est la réduction du temps de travail. Alors aujourd'hui, on en a un peu moins. Il y a maintenant une quinzaine d'années, hein, je crois. Ouais, au moins une quinzaine d'années. Avant, le temps de travail, vous savez maintenant que le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures. D'accord? Mais il y a encore quelques années, une quinzaine d'années, le temps de travail était de 39 heures. Vos parents ont certainement connu ça. Et même encore avant, c'était 40 heures. Enfin. Et on est passé de 39 heures à 35 heures dans certaines conditions. Et les salariés ont gardé le même salaire, mais ils ont travaillé moins. D'accord? Mais pour certains, l'entreprise a dit oui, mais nous, ça ne va pas. On ne peut pas, comme ça, réduire de 4 heures la semaine. Ça ne va pas dans son organisation. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de garder 39 heures et de pouvoir bénéficier tous les 15 jours, tous les 3 semaines, d'une journée complète de RTT, donc de réduction du temps de travail. Donc aujourd'hui, on en a de moins en moins puisque les contrats sont pratiquement tous conclus pour une durée de 35 heures, qui est la durée légale, hein, classique, et donc qui n'engendre pas évidemment de RTT. Voilà ce qu'étaient les RTT. Y a-t-il d'autres questions? Donc vraiment, la séance d'aujourd'hui, c'était, ce qu'il faut retenir de cette séance, c'est ce qu'on a noté en rouge ici. C'est, voilà, comment je comptabilise les heures supplémentaires, sur quelle base. Donc, je ne prends que les heures effectives de travail. Et je sais ce que c'est qu'une heure effective de travail. Je connais les 3 conditions pour lesquelles, qui doivent être réunies pour qualifier une heure de temps effectif de travail. Diana, vous avez une question? En fait, je ne sais pas si cette question elle est utile, mais je vais quand même la poser. C'est pas grave, on s'en fiche, allez-y. En fait, on a plus parlé des heures supplémentaires. Est-ce qu'on a aussi parlé des heures complémentaires? Alors, nous n'avons pas encore abordé le chapitre des heures complémentaires, mais sachez que la même règle doit être respectée pour les heures complémentaires. Je vous rappelle que les heures complémentaires concernent les salariés qui ne sont pas
embauché pour 35 heures, mais pour une durée plus petite. C'est ce qu'on appelle le travail à temps partiel. Un salarié peut être embauché pour une durée, par exemple, de 24 heures par semaine. À partir de là, le décompte se fait différemment. Mais en tout cas, la règle des jours fériés s'applique aussi au calcul des heures complémentaires. Et le calcul des heures complémentaires, comme leur majoration, sont différents des heures supplémentaires. C'est pour ça que quand vous aurez à traiter un cas, méfiez-vous, vous regardez bien si vous traitez des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, parce que le traitement n'est pas le même. On le verra dans 2 cours, normalement, dans 3 cours. D'autres questions? Monsieur? Oui. Et le contingent, quand est-ce qu'on le fait? Le prochain cours. Ok, ça marche, merci. Ça marche, ça vous permettra d'avancer sur votre DM, je sais. Je sais qu'il y a une question là-dessus. C'est OK pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis on se retrouve vendredi pour la matière P3 et lundi prochain pour le P4. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.